Comme promis la semaine dernière, je vous ai parlé des kibboutz qui sont autour de Gaza et j'avais dit que je ferais une chronique spéciale sur les kibboutz. Kibboutz, mythe ou réalité, les kibboutz font partie de l'univers d'Israël. Les kibboutz, ce sont donc ces fermes collectivistes si attachées au sionisme, à la terre d'Israël, qui sont nées il y a un peu plus de 100 ans, mais je voulais rentrer dans le détail de cette histoire, voir comment se sont développés les kibboutz, quelle place ils occupent aujourd'hui dans le paysage d'Israël, et puis voir les kibboutz, mythe ou réalité, par rapport à leur importance en Israël. Pour revenir sur l'histoire des kibboutz, il faut partir de la deuxième alia, cette alia de 35 000 personnes, qui va démarrer en 1904, qui va durer une dizaine d'années, et qui, contrairement aux olim de la première alia, qui étaient des olim des familles religieuses, vont être là des jeunes, plutôt laïcs, très inspirés des idéaux socialistes. Et c'est l'époque des grands mouvements politiques, culturels, de jeunesse, la Shomer Hatzaïr, la Poel Hatzaïr, le Bilou, qui vont être à la base de ce mouvement des kibbutzim. Ces fermes, donc collectivistes, avec cette idée de partage intégral de la propriété à l'intérieur d'un État qui voit comme un État libéral, un État d'économie de marché, mais dans lequel il décide de faire cet îlot où l'égalité va être le cœur de la philosophie. On va démarrer à Degania. Degania, c'est au sud du lac de Tibériade. On est en 1909 et sur des terres qui sont achetées par le KKL. Il faut rappeler que le KKL, le Fonds national juif, qui est né en 1901, va acheter les terres sur lesquelles vont s'installer ces exploitations agricoles. 12 membres du Bilou vont s'installer sur 300 hectares de terre et vont appeler cet endroit Degania en référence aux 5 céréales qu'ils vont cultiver là-bas et vont décider donc de mettre en place ce premier kibboutz Degania qu'on appelle la mère des kibboutz. Il y a une dimension socialiste avec ce côté donc collectiviste de partage intégral. Il y a une dimension sioniste qui est également très forte avec cette idée que le retour à la terre d'Israël doit se faire par le travail de l'agriculture, par la déforestation et également par le fait d'assécher des marécages. Les terres sur lesquelles vont s'installer les kibboutz sont les terres qui étaient historiquement inhabitées, inoccupées, parfois des petits villages, la plupart du temps il n'y avait rien. Donc ce sont les Juifs qui se sont installés ici, qui ont décidé d'assainir les terres, de faire fructifier les terres pour en faire des foyers agricoles. Et ça répondait à différents impératifs. Il y avait un impératif clairement qu'il fallait mettre en place la collectivité, les savoir-faire par rapport à des conditions compliquées, notamment le paludisme, l'asséchage des marécages. D'autre part, des problématiques de sécurité. Les fermes étaient attaquées et c'est dans ce cadre que vont naître d'abord la Shomer, puis la Hagana pour protéger ces différentes exploitations agricoles. Donc il y avait ce travail ensemble et les 3 zones sur lesquelles les kibboutz vont se développer, ça va être le Sharon, le long de la bande côtière, ça va être la vallée du Jourdain et ça va être cette grande vallée magnifique, très fertile qu'on appelle la vallée de Jezreel, qui traverse Israël d'ouest en est, de la vallée du Jourdain jusqu'au pied du mont Carmel. Cette dimension de partage, cette philosophie collectiviste, elle va aller très très loin, avec l'idée qu'il ne doit pas y avoir de propriété privée, à tel point donc qu'aucun objet ne sera détenu par les membres de ces kibboutz, qu'ils changeront de maison tous les 2-3 ans, que se poseront des questions quand ils auront des visites de familles qui reçoivent des cadeaux. Ces cadeaux ne peuvent pas être gardés individuellement, ils doivent être partagés à la collectivité. Et le cœur du kibboutz, ça va être ce qui a été maintenu, c'est salle à manger communautaire avec cette idée de participation collective aux tâches du kibboutz, avec l'idée que chacun doit participer à la hauteur de ce qu'il peut et chacun doit recevoir à la hauteur de ce dont il a besoin. Au bout d'une dizaine d'années, en parallèle des kibboutz, on va voir naître des moshav qui sont toujours très présents dans le paysage d'Israël. Les moshav, ce sont des fermes non pas collectivistes, qu'on pourrait dire communautaires, avec une idée de partage des tâches ou des outils de production, mais il y a bien cette idée de propriété privée. On va également voir se développer des kibboutz de type religieux à partir de 1937 et
à partir de la guerre d'indépendance, on en a parlé la semaine dernière, les kibboutz Nahal, avec d'anciens militaires qui vont s'installer sur des zones stratégiques pour que les kibboutz, en maintenant une activité agricole, aient également cette dimension d'avant-poste militaire qui va beaucoup servir, notamment pendant la guerre d'indépendance, puis plus tard, pendant la guerre de Suez ou la guerre des 6 jours. Maintenant, le kibboutz, on est plus de 100 ans après la création des premiers kibboutz. Quel est le bilan des kibboutz? Quelle est la part du mythe ou de réalité dans la part des kibboutz? J'ai envie de dire que la participation à un kibboutz, les membres du kibboutz étaient vus comme l'élite philosophique, culturelle du Yishuv, et on doit ça notamment parce que tous les grands leaders d'Israël des années 40 jusqu'aux années 90 sont soit nés dans des kibboutz, soit ont servi dans des kibboutz. Les grandes figures du sionisme, David Ben Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, Shimon Peres, Rabin, tous ceux-là ont participé de manière active au kibboutz à une époque où les kibboutz représentaient 7-8% des habitants. Les kibbutzniks représentaient 15% de la Knesset. Il y a eu cette image extrêmement forte de l'appartenance au kibbutz comme faisant partie de l'institution, faisant partie de la partie la plus importante de l'État d'Israël. On a une grande crise des kibbutz dans les années 80, crise économique, crise culturelle, avec un développement de cette idée de la propriété privée qui ont abouti à une réforme majeure des kibbutz. Il y a presque autant de kibbutz qu'auparavant, mais on a cassé dans près de 80% d'États ce côté collectiviste. On a fait rentrer l'économie de marché et on a ouvert au kibbutz une dimension nouvelle autour du tourisme qui sont devenus pour beaucoup des centres touristiques qui peuvent aller à l'équivalent d'hôtels 3 étoiles à des hôtels 5 étoiles luxe. On pense à un des très beaux kibbutz qu'on a dans le pays, qui est le kibbutz Ein Gedi, le long de la mer Morte, qui a une magnifique piscine, qui propose un spa avec des massages et des très belles prestations. Cette révolution du kibbutz a permis de maintenir les kibbutz dans le paysage d'Israël. Quelques chiffres intéressants sur les kibbutz d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 275 kibbutz en Israël, qu'aujourd'hui c'est seulement 1,7% de la population qui habite dans les kibbutz. À son apogée, on était à 7%. Les kibbutz ont en moyenne entre 250 et 400 membres. On a une dizaine de kibbutz qui ont plus de 800 membres et quelques kibbutz qui se sont fait un nom. On pense dans le sud, pas très loin d'Elat, au kibbutz Yotfata qui produit 63% des produits laitiers d'Israël, parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, l'agriculture est encore un pan très important de l'activité des kibbutz. L'association des industries du kibbutz exporte 50% à l'extérieur d'Israël vers l'Europe. Nefatim, la plus grande société d'irrigation, est détenue par 3 kibbutz qui sont dans le Negev. Et il faut savoir que TAS, la fameuse société industrielle de fabrication des armes, est née dans un kibbutz à l'époque du mandat britannique et on a fabriqué là-bas les premières munitions de manière clandestine avant de pouvoir fournir officiellement à l'armée d'Israël des munitions et de faire de cette société un des grands acteurs dans l'armement en Israël. Dernier chiffre qui est intéressant, il faut savoir que la chaîne des kibbutz en Israël est la chaîne hôtelière la plus importante du pays. Donc les kibbutz ont une histoire à part, font partie intrinsèquement de l'histoire de la vie d'Israël et sont toujours très présents dans le paysage. On peut visiter toujours de nombreux kibbutz, y dormir ou simplement voir et rencontrer les kibbutzniks dont beaucoup ont gardé cet esprit pionnier dont on parlait de l'Israël d'avant. Bravo. Il y a quelque chose, une petite anecdote qui m'est revenue pendant que tu parlais à propos des kibbutz. Je me trouve aux États-Unis, j'étais étudiant à l'époque, et puis voilà que
que je me promène dans un supermarché et je découvre, alors ça fait un temps que les moins de 20 ans, je découvre ce papier cellophane absolument incroyable qui recouvrait donc les viandes et qu'on trouvait dans les supermarchés. Et on voyait à quel point la viande paraissait belle et tout, et on n'avait pas l'habitude encore vraiment d'en voir autant et aussi bien, etc. Et je demande donc à quelqu'un du supermarché, mais où c'est que vous trouvez des choses comme ça? Où c'est que vous les fabriquez? Et voilà qui me répond, bah, ça vient d'Israël. Je dis, c'est incroyable, ça vient d'Israël. Et en fait, à l'époque, il m'a dit, notre plus gros client, c'est le Mashbir. Comment? C'est-à-dire, vous avez des clients en Israël, alors que ça vient d'Israël? Oui, oui. Et alors, je viens en Israël et je demande un jour au directeur d'un Mashbir, celui de Jérusalem, Rav King George, et je lui demande, mais d'où ça vient? Et voilà qu'il me dit, du kibbutz Hanita. C'est incroyable. Le parcours, c'est-à-dire c'est parti de Hanita, c'est allé jusqu'aux États-Unis, ça revient en Israël. En fait, ça venait d'Israël. Et puis, deuxième expérience, c'est celle-là plus militaire. Là, c'est aussi le kibbutz Hanita. Je découvre que les optiques qu'on mettait dans les chars, des chars à l'époque les plus modernes qu'ils soient, eh bien, c'était aussi le kibbutz Hanita qui avait cette spécialité dans les optiques et qui fournissait à l'armée. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, ce voyage que le kibbutz a pu faire, et d'ailleurs on le voit au travers des films comme Pour Sacha d'Alexandre Arcadi, où le kibbutz est mis en avant. Mais quand on parle d'Israël à quelqu'un qui a passé un certain âge, son rêve, c'était d'aller travailler dans le kibbutz. Donc, effectivement... J'allais en parler parce que c'est une dimension également très importante, cette dimension sociétale. Il m'est arrivé à de très nombreuses reprises en tant que guide d'accompagner des gens qui avaient 60, 70 ans et qui ont fait une saison dans un kibbutz. C'était très courant, fin des années 60, années 70, d'aller passer 1 mois, 2 mois pour faire la cueillette des pommes, des oranges. Et dans leurs yeux, on voyait que c'était la plus belle période de leur vie. Ils en gardent tous des souvenirs extraordinaires de cet esprit communautaire, de la découverte de l'Israël de cette époque d'origine. Rien à voir avec Israël d'aujourd'hui, mais une expérience humaine extraordinaire. Moi, je suis pour qu'on y retourne, vraiment. Je trouve que d'abord, même pour l'éducation des enfants, cet esprit justement du vivre ensemble et du kibbutz, c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Moi, j'adore. Ce serait intéressant, à cette époque très tournée vers soi-même, effectivement de proposer un passage de quelques semaines dans un kibbutz pour revenir aux sources, revenir à la terre et se souvenir de cette manière-là de l'histoire d'Israël. Et d'ailleurs, tu avais dit dans ta première partie, tu disais que beaucoup de gens étaient partis dans les kibbutzim, pour des raisons économiques. Et que finalement, quand tu entends certains parler du pourquoi, même s'ils sont partis pour des raisons économiques, pourquoi ils restent dans les kibbutzim, passer quelques années, mais c'est parce qu'on s'y sent bien. Il y a un côté parenthèse du temps, il y a un côté en même temps bien vivre qui apparaît en tous les cas être suffisamment singulier pour attirer encore du monde. Un vrai retour aux sources. Un vrai retour aux sources. Voilà, j'étais très content de vous présenter cette chronique et tout de suite, nous allons avoir le plaisir d'être en duplex de Paris avec Rachel Kahn pour une intervention exceptionnelle sur Tandem TV.